Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est un projet qui va contribuer à transformer l'économie ivoirienne. Bientôt 2 usines de transformation de cacao à Abidjan et San Pedro d'une capacité totale de 100 000 tonnes de fèves. Le président de la République pose la première pierre à la zone industrielle de PK24. C'est une initiative du Conseil Café-Cacao qui coûte 216 milliards de francs CFA. Le président de la République démarre demain, mercredi, sa 31e visite d'État à l'intérieur du pays. Alassane Ouattara attendu dans la Marawi. Les différents départements se préparent à recevoir le chef de l'État. Les cadres mobilisent les populations. La région bénéficie déjà d'actions de développement. Les Nations Unies expriment leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la tenue d'une présidentielle apaisée. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel continue ses rencontres dans le pays. Mohamed Ibn Chambas reçu aujourd'hui par le chef du gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est l'un des souhaits du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que les 193 pays membres s'engagent à un accès équitable au vaccin contre la Covid-19. Les Nations Unies ont annoncé par la voix de l'OMS que plus de 60 pays riches avaient déjà adhéré à son dispositif COVAX. Les grands absents sont des pays comme les États-Unis. 2 usines de transformation de cacao dans 24 mois. Le président de la République, Alassane Ouattara, a posé la première pierre aujourd'hui à la zone industrielle de PK24. Ces 2 usines ont une capacité totale de transformation de 100 000 tonnes de fèves. Il est également prévu la construction de 2 entrepôts de stockage et un centre de formation au métier du cacao. Jérôme Kofi Abolin. « 24 mois, c'est le temps nécessaire pour la construction d'unités de transformation de fèves de cacao, d'entrepôts de stockage et d'un centre de formation au métier du cacao sur le site industriel de PK24 dans la commune d'Aniama. Le président de la République, Alassane Ouattara, présent sur le site ce mardi, a présidé la cérémonie de pose de première pierre. L'initiative du projet de réalisation de ces unités et du Conseil Café-Cacao. C'est une grande fierté d'être l'un des acteurs, sous votre leadership, de la réalisation de ces infrastructures qui viendront s'ajouter aux nombreuses réalisations de votre programme de développement visible à travers la Côte d'Ivoire. Excellent Monsieur le Président de la République, en quoi consiste notre projet? Ici, nous sommes sur le site de Transcao Industrie, site de Yopougon. Le projet porte sur 3 axes. 2 usines de transformation de cacao, dont l'une à Abidjan et l'autre à San Pedro. La construction de 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 300 000 tonnes, dont 140 000 à Abidjan et 160 000 tonnes à San Pedro. Enfin, le 3e volet, la construction d'un centre de formation au métier du cacao sur le site d'Abidjan. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui consiste à toujours faire des heureux. Excellence, Monsieur le Président, le monde agricole est heureux et fier de l'intérêt et de l'attention toujours grandissante que vous lui manifestez. Oui, nous sommes heureux et fiers de tous les efforts, de toutes les initiatives et de tous les sacrifices que vous consentez pour assurer, en dépit des caprices parfois préjudiciables du marché international, un juste revenu aux producteurs de cacao et aussi promouvoir le plein épanouissement des opérateurs d'un secteur qui vous tient particulièrement à cœur. La réforme mise en place en 2012 a permis de traiter, entre autres, l'épineuse question de la transformation de nos matières premières. Cette réforme majeure, fille de la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, vise à adresser plus efficacement
la problématique liée à la question de la chaîne des valeurs du cacao, notamment par la production de fèves de cacao de bonne qualité, l'augmentation de la transformation locale, ainsi que la promotion de la consommation locale. Après avoir procédé à la pose de la première pierre, le président de la République s'est félicité quant aux nombreuses opportunités, notamment d'emploi, qu'il y a au bout de ce projet. Grâce à ce projet, nous allons aller vers l'obtention dans 2-3 ans de 1 million de tonnes de transformation, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire des emplois pour les Ivoiriens. Et ceci est très important et ça veut dire aussi des recettes pour le budget de l'État. Et je peux vous dire que l'année prochaine, la croissance économique, qui cette année sera entre 1,5 et 2%, ce qui est un miracle, parce que la plupart des grands pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, sont en récession. Mais nous n'allons pas être en récession. Nous aurons un taux de croissance positif, entre 1,5 et 2%. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%, ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. S'agissant des 2 unités de transformation de fèves de cacao, chacune a une capacité de production de 50 000 tonnes. Le coût de l'ensemble du projet s'élève à 216 milliards de francs CFA. C'est grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine que ce projet va voir le jour. L'actualité, c'est aussi la présidentielle d'octobre. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel continue ses rencontres en Côte d'Ivoire. Après l'échange hier avec le chef de l'État Mohamed Ibn Chambas reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ils ont évoqué les questions liées au processus électoral apaisé dans le pays. Abdoulaye Koné. Après son audience avec le chef de l'État, ses rencontres avec la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel, Mohamed Ibn Chambas a échangé mardi avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ma visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour l'organisation d'une des élections présidentielles pacifiques, inclusives, transparente et crédible. En dehors de l'engagement des Nations Unies à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire, l'émissaire de l'ONU vient appuyer les efforts déjà menés par le chef de gouvernement. Les Nations Unies sont d'avis que la concertation entre les acteurs politiques favorise la mise en place d'un environnement propice qui est nécessaire à l'organisation d'une élection pacifique, inclusive et crédible en Côte d'Ivoire. Conformément à son chronogramme d'action en Côte d'Ivoire, Mohamed Ibn Chambas va aussi rencontrer les différents candidats à l'élection présidentielle et les partis politiques. En attendant, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel échange aussi avec la haute autorité de la communication audiovisuelle. Mohamed Ibn Chambas et la délégation onusienne ont évoqué la couverture médiatique pendant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. René Bourgoin, le président de la ACA, assure ses hôtes de l'accès équitable pour tous dans les médias au cours de cette échéance. Le porte-parole d'un candidat à cette élection était justement face à la presse. Au nom de Kouadio Konan Bertin, Simone Aïri condamne l'appel à la désobéissance civile de l'opposition. Elle indique que son leader prône la cohésion sociale et des élections paisibles. Jean-Marc Diadji. Simone Aïri, la porte-parole du candidat indépendant Kouadio Konan Bertin, a rencontré la presse nationale et s'est prononcée sur l'actualité sociopolitique. Elle condamne l'appel à la désobéissance civile et les manifestations lancées par les groupements et partis politiques de l'opposition. Nous estimons que toute situation politique, quelle qu'elle soit, doit se négocier dans le dialogue. Et donc, cet appel à la désobéissance, s'il devait se solder
par des victimes parmi le peuple ivoirien ne peut pas être pour nous une réponse à la question politique. Nul n'a le monopole de la violence et espérer sortir grandi de cette violence. Simone Aïri, au nom de son leader, invite le gouvernement et la plateforme de l'opposition à la table des négociations et au dialogue pour des élections apaisées. Nous lançons également le même appel à l'opposition pour qu'en toute responsabilité, nous puissions nous parler pour le bien des enfants de notre pays. L'investiture du candidat indépendant Kwadio Konan-Bertin est prévue pour le dimanche 4 octobre 2020 au Palais de la Culture de Treichville. Le RHDP aussi prend la parole suite à l'appel de l'opposition. Une réunion tenue ce mardi. Les élus et cadres analysent la situation sociopolitique. Voici le reportage de Herman Guivet. Adama Big Togo, directeur exécutif du RHDP, ce mardi 22 septembre 2020, face à la presse nationale et internationale. Nous ne pouvons pas accepter qu'une opposition qui est caractérisée par l'échec, qui pendant 20 ans n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, se permette d'agresser le président Alassane Ouattara. Les récentes sorties effectuées par l'opposition politique ivoirienne ne sont pas du tout appréciées. Nous voudrons dire au président Bédié, jusque-là, le président Alassane Ouattara l'a toujours respecté. À aucun moment, de par son éducation, de par ses principes, de par l'éthique qu'il apporte à la politique, il n'a jamais eu de manquement vis-à-vis du président Bédié. À sa suite, certains qui de Paris aussi se permettent de l'attaquer, de parler d'Alassane Ouattara. La récréation est terminée. En réaction à ces sorties, le parti, dans un communiqué lu par le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani, livre ses positions. Le RHDP condamne avec force et sans réserve les sorties hasardeuses ainsi que les propos irresponsables de M. Konan Bédié, de surcroît ancien chef d'État, qui multiplie les déclarations incendiaires, verse dans la provocation inutile, défie les institutions de la République, incite à la haine et à la violence politique. Le RHDP informe l'opinion nationale et internationale qu'il tiendra pour responsables toutes celles et tous ceux qui s'adonnent à des appels à la haine, à la violence et à l'instauration d'un climat de chaos en cas de trouble de l'ordre public. Le RHDP met en garde l'opposition contre ces agissements contraires à la démocratie et à l'état de droit et rappelle que nul n'est au-dessus de la loi. Il invite par ailleurs le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de garantir un climat de paix nécessaire à la tenue du scrutin apaisé et démocratique. Le RHDP rappelle aussi à l'opposition que la candidature du président Alassane Ouattara, validée par le Conseil constitutionnel, n'est pas négociable. Saluant l'esprit de civisme des Ivoiriens, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix appelle ses militants à ne point céder à la provocation, à demeurer sereins et mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. Les militants du RHDP de la commune de Yopougon se mobilisent pour la présidentielle, une initiative du député Zié Daouda Koulibaly Peweleyan. Les ministres Gilbert Kafana Koné et Robert Bekri-Mambé invitent les populations à s'éloigner des actes de violence. Moussa Kodaté. Les militants du RHDP de Yopougon se mobilisent pour l'élection présidentielle prochaine. Le député Zié Daouda Koulibaly bat le rappel des troupes pour la victoire du candidat du RHDP. Nous avons décidé d'apporter à l'organisation du RHDP à Yopougon 2000 comités locaux de campagne. Est-ce que je peux compter sur vous?
Une mobilisation des militants du RHDP de Yopougon, soutenue par le maire Gilbert Kafana Koni et le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambi. Ces cadres du RHDP appellent les populations à tourner le dos à la violence. Les femmes, est-ce que vous voulez la violence dans le pays? Les jeunes, est-ce que vous voulez les palabres dans le pays? Je suis venu pour vous demander pardon à Yopougon ici. Dites aux jeunes, brûlez les voitures, barrez la route, attaquer les policiers, faire des palabres aux pauvres femmes qui sont dans les marchés et qui vendent, les empêcher d'avoir leur argent. Ce n'est pas bon. Si nous voulons continuer à monter, à créer davantage d'emplois, à faire davantage de routes, à construire davantage d'universités, d'écoles pour nos enfants, il faut éviter de retomber dans ces palabres politiciennes. Les associations de jeunesse et des femmes se sont engagées à se mobiliser pour participer massivement au scrutin du 31 octobre 2020. Et un candidat à la présidentielle d'octobre, Pascal Affi-N'Guessan, a tenu une conférence de presse devant les journalistes. Il a parlé des sujets qui animent l'actualité politique de l'opposition, notamment la candidature du président Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel et la réforme de la commission électorale indépendante. Dans ses propos, le président du Front populaire ivoirien insiste sur son engagement pour la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel en vue d'une élection juste et transparente. Pascal Affi-N'Guessan affirme avoir une convergence de vues avec la plateforme de l'opposition à laquelle il appartient. À cet effet, il appelle à l'union de toute l'opposition ivoirienne. Demain, mercredi, le président de la République attendu dans la Marawi, Alassane Ouattara, entame une visite d'État dans la région. Sur place, les préparatifs vont bon train. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi-Balo, cadre de la région, mobilise les populations. Kader Sogodougou. Alassane Ouattara en visite d'État dans la région de la Marawi. Le compte à rebours a commencé. Dans moins de 24 heures, le président de la République sera dans la région. Il est perçu comme l'acteur majeur de l'événement. Epiphane Zorobi-Balo, secrétaire d'État au renforcement des capacités, cadre de la région et fils de Saint-Fra, est sur le terrain pour la réussite de ce qui semble être une grande première dans la région. C'est la première fois que notre région va accueillir un président de la République dans le cadre d'une visite d'État. La visite d'État du président de la République est précédée d'infrastructures, de travaux importants. Les routes sont en chantier. Les projets d'électrification, d'extension du réseau électrique sont en cours en ce moment. Les villes de Boaflé, de Zionoula et de Saint-Fra sont en train de se revêtir de leurs plus beaux habits pour recevoir un fils de la Marawi, pour recevoir Alassane Ouattara, président de la République. C'est main dans la main que les fils de la région entendent marquer l'événement. La seule présence du président de la République, ici, sur nos terres, est déjà un facteur important de mobilisation. La seule perspective de voir la Première Dame, d'écouter la Première Dame, de parler avec la Première Dame, c'est déjà un facteur important de mobilisation pour nos populations, pour nos jeunes. Et aussi, nous disons merci au président déjà parce que depuis un certain temps, il y a des maternités qui sont en train d'être construites dans plusieurs villages du département Yaoukro, Manoufla et autres. Donc nous ne pouvons qu'être heureux et la population attend le 24 pour dire merci au président. En attendant l'arrivée du premier des Ivoiriens, de nombreux travaux sont en cours à Saint-Fra, Boaflé et Zionoula. Des travaux qui ont pour nom bitumage, extension du réseau électrique et hydraulique, pour ne citer que cela. Au cours de cette visite d'État, comme dans les autres régions, les localités bénéficient d'actions de développement. Des chantiers sont ouverts dans plusieurs secteurs tels que l'électricité. Plusieurs villages vont donc bénéficier de raccordements. C'est le cas de Ngatakro, situé à 8 km de Boaflé. En attendant la mise sous tension par le chef de l'État demain, Mahama Traoré s'est rendu dans le village à la veille de cet événement historique. Ngatakro, un village de 1500 habitants situé à la périphérie de la ville de Boaflé. Dans le calme de cette matinée du mardi, quelques coups de daba se font entendre. Dans presque tous les ménages du village, on s'attelle aux derniers travaux de branchement et d'installation électrique, signe que Ngatakro, village fondé en 1920, s'impatientait de bénéficier enfin du courant électrique. Ça fait 100 ans que nous existons et depuis ce temps-là,
même pas de route, pas de courant aussi. Le président Alassane Ouattara nous a fait voir le jour. C'est un sentiment déjà pour nous. Le président même a pensé à nous pour venir nous donner ce courant-là. Sinon, on n'a jamais fait de démarche pour avoir le courant. Depuis la niche qui habite son compteur d'électricité, Boris suit avec attention les travaux devant électrifier son logement. Cette maison en terre battue, il l'habite depuis une dizaine d'années avec sa famille. Dès l'avènement du courant, ce chef de famille entend s'équiper de quelques commodités. Bon, la première chose, c'est un ventilateur. La deuxième, c'est une télévision pour mettre à l'aise à ma femme et mes enfants. Williams est un autre heureux que fera l'électricité en Ngatakro. Lui n'entend pas seulement satisfaire sa famille. Dès qu'on installe le courant, je crois que je vais ouvrir mon bistrot. Voilà, je l'ai déjà commencé. Je crois que égayer mes clients, mettre la musique. Et pour une première fois, on a la lumière, avec un ventilateur, ça va arranger les enfants. Surtout qu'il y a les moustiques et la famille même tout entière. Ngatakro compte déjà une centaine de compteurs de courant en cours d'installation. Tous seront fonctionnels lorsque le chef de l'État mettra le village sous tension ce mercredi. On quitte la Maraoué pour Grand Bassam. Voici une autre action de soulagement pour les populations. 2000 élèves issus de familles défavorisées reçoivent des kits scolaires et un appui financier. C'est un don d'un cadre de la région. Ibrahim Magassa, ancien élève du groupe scolaire phare, un établissement aujourd'hui entièrement rénové et équipé. On le voit avec Mamadou Kwasi. Voici le nouveau visage du groupe scolaire phare de la ville de Grand Bassam. L'école centenaire a fait peau neuve et équipée en matériel didactique, avec des tables bancs et de la lumière dans les salles de classe. Le maître d'œuvre de ce projet est Ibrahim Magassa, fils de la région du Sud-Komoué et ancien élève de cet établissement scolaire. Notre école renaît de ses cendres. Papa Ibrahim Magassa, vous nous avez redonné le goût de l'apprentissage avec des tables bancs confortables et très modernes. Quant à la cour de l'école, c'est simplement sublime car désormais nous avons un espace pour notre développement psychomoteur. En plus des infrastructures, le donateur remet des kits scolaires à 2000 enfants démunis de la commune de Grand Bassam. À cela s'ajoute du matériel informatique aux 3 écoles de ce groupe scolaire. Il s'agit pour cet opérateur économique d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision d'une école de qualité. Les meilleurs élèves de ces 3 écoles primaires ont été distingués. Occasion pour le représentant de la famille d'Aliko Dangote, le milliardaire nigérien, invité spécial de la cérémonie. Et je voudrais dire à chacun des enfants ici, filles ou garçons, que si vous étudiez, si vous vous donnez, vous pouvez devenir qui vous voulez. Représentant Ibrahim Magassa, parrain de la cérémonie, Malik Traoré a fait le point des actions du gouvernement avant d'inviter les cadres à soutenir les efforts de l'État de Côte d'Ivoire. De 1993 à 2010, il y a eu au total 2100 classes qui ont été construites. Mais en 9 ans seulement, l'État de Côte d'Ivoire a donné 38 000 classes à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Chers cadres, soyons les porte-flambeaux de l'État, soyons les relais de l'État. C'est à nous de faire ce que l'État n'a pas oublié, mais qu'il a mis en réserve. Dans des cadres de formation de plus en plus disponibles et modernes, il faut rappeler que le gouvernement met un accent particulier sur l'éducation en Côte d'Ivoire, avec plus de 22% du budget national. On parle aussi de la lutte contre la Covid-19 dans ce journal. Restons mobilisés pour freiner la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 546 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 52 guéris et pas de décès à la date du 22 septembre. La Côte d'Ivoire compte donc 19 343 cas confirmés, dont 18 682 personnes guéries, 120 décès et 541 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 153 228.
L'ONU a fêté son 75e anniversaire hier lundi. Les chefs d'État ont commencé à s'exprimer ce mardi matin au sein de l'Assemblée générale annuelle. Les Nations unies ont annoncé par la voix de l'OMS que plus de 60 pays riches avaient déjà adhéré à son dispositif COVAX d'accès aux vaccins contre la COVID-19. Plus de 90 pays à revenus faibles ou moyens devraient rejoindre le dispositif. C'est l'un des deux souhaits du secrétaire général Antonio Guterres que les 193 pays membres s'engagent à un accès équitable aux vaccins. Les grands absents de cette liste sont les États-Unis et la Chine. L'Alliance affirme que les pourparlers avec Pékin sont toujours en cours. Ici en Côte d'Ivoire, on reste engagé aussi dans la lutte contre la COVID-19. On pense aussi au développement local. Les femmes de Bemazo à l'école de l'entrepreneuriat, elles bénéficient d'une séance de formation. C'est une initiative des cadres de cette localité dans le Ouorodougou. Charles Tatou. Toutes les conditions réunies, Bemazo, dans la région du Ouorodougou, peut désormais fonctionner comme une petite ville. Les cadres de ce village œuvrent donc pour permettre aux femmes rurales et aux jeunes de la localité, puis à ceux des villages satellites, Kondogo et Karaba, de profiter des potentialités que possèdent leurs localités respectives dans les domaines de l'agriculture et du commerce. C'est le sens de cette formation dispensée par des spécialistes des questions de l'entrepreneuriat en milieu rural. Des équipes de formateurs venus des ministères en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, puis de la promotion de la jeunesse et de l'emploi. Pour Bakari Sanogo, cadre du village, l'objectif visé reste l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a instruit de suivre de près la mise en œuvre du programme qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement parce que touchant à la femme et à la jeunesse à travers des outils comme ceux développés par l'emploi jeune et aussi par tous les dispositifs d'autonomisation de la femme. Ce n'est pas parce qu'elles sont en milieu rural qu'elles ne sont pas des entrepreneurs. Leur faire savoir qu'elles peuvent gagner gros à partir de ce qu'elles font. Mais tout ça doit être fait dans une bonne structuration. Femmes rurales et jeunes, eux, s'engagent à se regrouper en coopérative. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire le commerce. Je prends à Kani, oh ça ne me suffit pas. Si c'est à Abidjan, allez prendre à Abidjan directement, là c'est bon. Mon souhait est qu'il y ait beaucoup de projets vers le village, parce que je suis dans le bâtiment. La formation est à l'actif de la mutuelle Action pour le développement de Bemazo, une mutuelle à pied d'œuvre pour le développement du village et du bien-être de ses habitants. L'état d'avancement, l'état de l'environnement marin et côtier de la Côte d'Ivoire, au cœur d'un atelier, le gouvernement se donne les moyens d'améliorer la politique de gestion du milieu marin. Ces réflexions portent sur un projet intégré, c'est ce que nous dit Michel Mambo. Connaître l'état de santé de l'environnement marin et côtier de la Côte d'Ivoire et lui apporter, si besoin est, le traitement adéquat. Objectif clairement défini par le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui entend se donner les moyens d'exploiter au mieux les nombreuses potentialités qu'offre le littoral ivoirien. Pour ce faire, il faudra lui garantir une bonne santé, ce qui justifie le JAMA, projet de gestion intégré de l'aire marine et côtière d'Abidjan-Assini, piloté par le CIAPOL. Mais avant son exécution, un premier rapport est passé au peigne fin. Il s'agit d'un processus de validation de ce rapport, d'abord des prévalidations au niveau des régions côtières et du littoral ivoirien, et ensuite une validation nationale qui va se faire également. Il y a des actions qui sont menées sur cet espace-là, en termes d'infrastructures touristiques, en termes d'activités agricoles, mais il est question de voir quelles sont les synergies d'action qui peuvent être menées. Après donc l'état des lieux qui est fait, il est question de voir aussi quelles sont les actions qui peuvent être menées dans l'avenir tout en préservant cet espace-là et en continuant à développer les activités économiques. En Côte d'Ivoire, le milieu marin est sans nul doute un des piliers de l'économie. Ce processus d'évaluation qui va s'étendre sur tout le littoral devra, tout en améliorant l'état général des milieux marins et côtiers de la Côte d'Ivoire, assurer l'équilibre économique du pays.
Le mouvement des IGI pour le RHDP s'engage pour des élections apaisées. Sa première entrée politique tenue samedi, ils ont lancé un appel à la paix et à la non-violence en cette période électorale. Moussa Konaté. Les IGI s'engagent pour la paix en Côte d'Ivoire. Réunis au sein du mouvement des IGI RHDP, ils sensibilisent les populations pour une période électorale sans violence. Je voudrais rappeler que le mouvement des IGI existait depuis les années 90 et avait pour objectif la protection civile. Aujourd'hui, notre mouvement, c'est mieux pour devenir le mouvement des IGI et du RHDP à l'abrégé MOSI RHDP, dont le leitmotiv est l'assistance sociale, la sensibilisation sur les notions de paix, la tolérance, la cohésion sociale et la protection civile. Élection apaisée, le mouvement des IGI RHDP est encouragé dans son initiative de paix par la coalition républicaine pour la défense de la paix. Nous ne voulons plus de paroles en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Est, Ivoiriens de l'Ouest, Ivoiriens du Centre, on est un. Il n'y a pas de discrimination à faire. C'est la première entrée politique du mouvement des IGI RHDP depuis sa création, il y a quelques mois. En culture, c'est un artiste que vous connaissez bien. Ses blagues ne manquent pas d'arracher des rires au public. Ramatoulaye est le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire. Il a enlevé le Grand Prix Ivoire Humour 2020 au cours de la 3e édition. Issa Tionayo. Le Grand Prix Ivoire Humour récompense depuis 3 ans les meilleurs humoristes de l'année en Côte d'Ivoire. Ainsi, après Joël et Fils Unique, cette année, c'est l'humoriste Ramatoulaye Didier qui est sorti lauréat de l'épreuve. Il a reçu un véhicule et plusieurs autres lots des partenaires. Je ne pensais pas, il y a Boukari, il y a Magnifique, il y a Joël, il y avait en cas de cas, c'est pas facile. C'était tellement rude, parce que tout le monde est fort, la nouvelle génération, tout le monde est fort. Plusieurs prix ont été décernés au cours de cette soirée. Clémentine Papoué, dit Clé-Clé, s'est vu octroyer le prix d'honneur. Le mérite de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, a été reconnu dans la promotion de l'humour en Côte d'Ivoire. L'émission Bonjour a donc été primée. La RTI est honorée. J'aimerais déjà dire merci au directeur général, M. Fosseni Dambélé, qui ne ménage aucun effort pour mettre les bouchées doubles, pour qu'on puisse organiser véritablement la grande plateforme Bonjour chaque année. Le Grand Prix Ivoire Humour vise à promouvoir l'humour en Côte d'Ivoire et éclore des talents. À la sortie de la crise de 2011, ils ont vraiment été ceux-là qui ont aidé nos populations à vraiment déstresser et même nos politiques aussi à fusionner et à permettre même à certains dirigeants de rentrer au pays. Et nous avons remarqué qu'ils n'ont pas de statut, ils n'étaient même pas encouragés. Donc nous avons décidé de mettre le Grand Prix Ivoire Humour sur place pour pouvoir leur rendre hommage et les soutenir. C'est une fierté pour moi. Donc si vous voyez qu'il y a plein d'humoristes et que ça marche aujourd'hui, je me dis j'ai fait du bon travail. Mes enfants m'ont écouté, ils m'ont suivi et ils sont bons, ils sont valables. Au total, 15 catégories d'humour ont été distinguées au cours de cette soirée. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. Retenons cette parole du sage ce soir. L'avenir embarrasse celui qui méconnaît le passé. Dieu voulant, on se retrouve demain.